récemment, en plus de la crise sanitaire que nous avons vécue. Certains changements sont apparus, il convient de les expliquer, de les analyser, de parler des nouvelles tendances de consommation et de demande palettes en France et en Europe. Alors pour ce faire, on a réuni un plateau de 4 experts de la question. Jean-Louis Louvel, qui est président de PGS Group, qui nous fera part de sa vision du marché actuel, de la palette neuve en France et des facteurs d'évolution de prix. À ses côtés, Christophe Benetton, qui est le président du groupe Enviris, qui nous parlera peut-être plus spécifiquement aussi du marché des palettes d'occasion, notamment, et des tendances sur le court terme. Et puis, on a la chance d'avoir aussi à nos côtés 2 interlocuteurs européens. Rob Funnessel, qui est le président de la FEFPEP. La FEFPEP, je rappelle que c'est la Fédération européenne des fabricants de palettes et d'emballages en bois, qui évoquera les spécificités des principaux pays européens producteurs et reconditionneurs de palettes, avec quelques chiffres à l'appui, parce que c'est important aussi de voir comment se positionne la France. Et puis, dernier interlocuteur, Bernd Dereux, qui est le CEO d'Epal, qui nous dressera un panorama de la palette Epal et notamment des nouveautés de 2024 qui la concernent. Je crois qu'il y a quelques sujets aussi intéressants, complémentaires, en plus des chiffres là-dessus. Voilà, donc dans un premier temps, merci à Jean-Louis et à Christophe Benetton de bien vouloir me rejoindre. On va faire ça sous la forme, je dirais, d'une petite table ronde. Prenez place tous les deux. Donc, je vais me mettre là. Vous avez les micros? Ouais, vous avez les micros. Donc, alors, Jean-Louis, on va peut-être commencer par rapport au marché d'une façon générale. En fait, en guise d'introduction, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, je pense, et la salle aussi, c'est votre vision générale du marché actuel de la palette de bois, parce que c'est quand même quelque chose qui nous importe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, ça, tu me donnes déjà là une mission difficile parce que tout de suite, nos confrères qui sont présents dans la salle, que ce soit sur la palette neuve, que ce soit sur la palette reconditionnée, que ce soit en France ou que ce soit dans un autre pays, on constate évidemment un ralentissement. Ça, c'est clair. Un ralentissement d'ailleurs, je dirais, plus prononcé depuis le mois de septembre, et peut-être même plus prononcé au mois de septembre, qui s'explique d'ailleurs principalement aussi parce qu'on sortait d'une époque où la peur de manquer de palettes n'a jamais été aussi présente et aussi importante, voire peut-être d'ailleurs c'était peut-être la première fois que les utilisateurs ont eu la peur de manquer de palettes. Du coup, ils avaient quand même des stocks plus importants que la normale, des scieurs ou des fabricants de palettes qui avaient aussi des stocks peut-être un peu plus importants que la normale. Et je pense qu'au mois de septembre, en tout cas, il y a eu un rééquilibrage. On a d'ailleurs un slide sur les indices. Voilà. En fait, qui est quand même assez parlant quand on regarde la conjoncture. Depuis la création des 2 indices du HPE et du CEB français, donc en 2006, on voit quand même de quelle période on revient avec ce qu'on a connu en 2022, un pic très important et très élevé. Et là, on voit d'ailleurs, ils sont sortis tous les deux la semaine dernière, tant l'indice français que l'indice HPE. Et on voit que l'indice HPE a légèrement fléchi, mais est arrivé à un niveau stable. Alors l'indice HPE étant mensuel, au mois de novembre, octobre, il sort tous les mois. L'indice CEB, bien connu des Français, lui, est au trimestre. Donc on s'attend à avoir trouvé peut-être un point bas. Un point bas. Parce qu'il y a quand même des éléments qui sont importants. Le marché baisse. On le voit, le prix des sièges s'est réadapté. Mais après, par contre, le prix du billet en forêt, on ne voit pas de baisse particulière. Hein, donc ça, c'est important. Non, c'est important. Alors, justement, je dirais dans les grandes composantes du prix de revient d'une palette de bois, tu nous as effectivement parlé du prix de la matière, qui est quelque chose d'excessivement important, mais quels sont aussi les autres éléments qui aujourd'hui fluctuent très largement? Alors on pense peut-être au prix de l'énergie en premier, on a également les pointes, on a tout un tas de sujets et de composantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces composantes en fait du prix de revient de la palette? Oui, alors, sans rentrer, c'est toujours un vaste Détails, sujet. que, selon les zones géographiques, selon les pays, évidemment, ça peut fluctuer. En tout cas, ce qu'on peut ressortir, tu m'aurais posé la question sur le Q2 2022, où on a connu le plus haut pic à 507, par exemple.
Il est certain que là, je pense qu'on n'était plus dans ce qu'on entend toujours, 70% du prix de revient d'une palette, c'est la matière première bois. Voilà. Au moment où on se parle tout de suite, la matière première bois s'est rééquilibrée, en tout cas le sciage, entendons-nous, pour fabriquer des palettes. Mais les salaires ont augmenté, comme tout le monde le sait, hein, c'est pas une nouveauté. L'énergie, même si on a peut-être un tout petit peu plus de visibilité, qu'il y a 6 mois, 1 an, on était particulièrement inquiets. Les prix ne sont plus du tout les mêmes non plus. Mais on peut aller aussi plus loin, hein, les amortissements. Parce que quand on empruntait il y a 1 an et demi à 0, pas grand-chose, que ce soit en France ou ailleurs, là tout de suite, quand on emprunte, on est plutôt sur du 4,5 et 5%. Hein, donc ça a beaucoup changé aussi sur les investissements. Quand on achetait des lignes de production qui valaient 100, on est plutôt tout de suite sur une valeur à 130, 140, voire même plus aussi. Hein. Donc je dirais que, en tout cas en ce qui concerne la matière première et en ce qui nous concerne nous, hein, nous on estime qu'on est toujours sur 70%. Maintenant, du prix de revient d'une palette neuve, c'est la matière première bois. Vous voyez, on est revenu à cet équilibre un peu auparavant, parce qu'en fait, tout a augmenté. Tout a augmenté. Alors, je dirais, aujourd'hui, donc, on voit un peu comment la situation est, on en est revenu à une certaine stabilité, en tout cas à des prix qui ont un peu baissé. Mais je dirais, même si c'est toujours très difficile de lire et de prédire l'avenir, pour les prochains 6 mois, je dirais, est-ce que on doit s'attendre en termes d'approvisionnement, de flux, à des choses nouvelles, des tensions, ou au moins est-ce qu'on est dans une certaine stabilité par rapport à ça? Et est-ce que tu vois, je dirais, pour l'année 2024, des signaux forts ou des éléments sur lesquels il va falloir être particulièrement vigilant? Oui, alors bien évidemment, là je livre que notre interprétation, donc là je parle au nom de PGS parce que bien serait prétentieux celui qui actuellement serait capable de prédire ou de faire des prévisions en tout cas sur l'année 2024 avec tout ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, sortie de la crise sanitaire, qui était inédite, sortie de l'inflation, des tensions sur la matière, maintenant du contexte géopolitique, hein, il n'y a pas que l'Ukraine maintenant, donc il y a tellement d'éléments d'impondérables qui peuvent venir agir que je pense que même nos gouvernants ont du mal à faire des prévisions. Quand on discute en France avec la Banque de France, ils ont un peu de mal aussi, alors ils restent optimistes mais à prédire l'avenir. Enfin voilà, c'est très complexe. Nous, en tout cas, ce qu'on pense, c'est que le marché aujourd'hui, c'est quand même avec le ralentissement qu'on a constaté, encore plus marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, au mois de septembre. On le voit à nouveau avec l'indice. On pense qu'on a atteint un palier, que les activités aussi, le niveau de production de scieries françaises et étrangères s'est réadapté à la demande. Donc l'offre et la demande commencent à être réadaptées. En tout cas, je ne suis pas réputé pour être un garçon pessimiste, mais tous les indicateurs que nous avons économiques, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays, ne sont pas très optimistes en ce moment en ce qui concerne l'année 2024. Moi, je dirais même que on pensait avant de partir en vacances, les vacances d'été, vous savez, juillet-août 2023, on pensait que ça allait être le premier semestre 2024 allait être un semestre difficile et que sur le deuxième semestre 2024, on aurait peut-être un horizon un petit peu plus serein. Depuis qu'on est rentré, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Encore une fois, j'insiste, hein, ce n'est que ma vision et celle de mon associé Luc Grouet. Mais nous, on pense maintenant que c'est toute l'année 2024 qui va être une année difficile, flat. Je parle au niveau de l'économie. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Hein. L'Allemagne est tout de suite rentre en récession. La Chine ne va pas bien non plus, ça ralentit beaucoup. On le voit d'ailleurs avec nos exportations de billons. Hein. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a moins d'exportations de billons vers la Chine, en tout cas au départ de la France et de l'Europe. Les États-Unis ne sont pas en pleine forme non plus. Et puis en plus, là, je fais un focus sur la France. On a un gouvernement qui a fait, je pense qu'on sera tous unanimes, en tout cas pour les Français, beaucoup de choses pour soutenir son économie pendant la crise sanitaire, pendant la Covid, mais qui a fait tellement de choses, d'ailleurs notre président de la République nous le rappelle tous les jours, mais qu'on n'a plus les moyens de refinancer un futur plan de relance hypothétique, etc. Les taux d'intérêt, en France, il y a un dicton qui dit quand le bâtiment va, tout va. Bon, là, le bâtiment ne va vraiment pas bien en France. Hein, d'ailleurs, je pense que c'est le premier secteur le plus touché économiquement aujourd'hui. Et avec les taux d'intérêt très élevés, et aussi les banques qui prêtent
avec plus de difficultés, qui demandent beaucoup plus d'apports, etc. Enfin, c'est l'horizon 2024 dans le bâtiment, lui, est particulièrement sombre. Hein, le nombre de défaillances d'entreprises en France a passé depuis le mois dernier et est revenu à un niveau supérieur à l'année 2019, parce que jusqu'alors, avec le soutien notamment des PGE, des prêts garantis par l'État, ce n'était pas le cas. On n'avait pas reconnu ça. Et donc, on voit aussi le risque de défaillance augmenter. Donc, on pense qu'on va avoir une offre relativement équilibrée. Pour nous, en tout cas, encore une fois, c'est notre interprétation. On pense que le prix des sièges va connaître là son support. Ouais. L'indice CEB français, comme il va sortir pour le dernier trimestre, devrait connaître, on le voit d'ailleurs un peu, la courbe, ça suit toujours. Elle a été moins sensible, parce qu'on est au trimestre, contrairement à l'HPE qui est mensuel, elle était moins sensible dans la période difficile 2022, mais on voit que les courbes, les tendances se suivent toujours. Voilà. Moi, ce que j'aurais envie de dire aussi aux utilisateurs qui nous écoutent, qui sont présents, c'est de développer plutôt une relation partenariale avec leurs fournisseurs, peu importe qui ils sont, mais développer une relation partenariale plutôt qu'une relation d'opportuniste. Parce que ce qu'on pense en tout cas, et je crois que c'est une certitude quand on discute avec des financiers, avec des banquiers, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre tout de suite, les cycles économiques vont être de plus en plus courts et avec des effets de plus en plus importants. Vous voyez, donc autant je suis beaucoup plus optimiste sur l'année 2025, et aussi parce que nos gouvernements n'auront pas d'autre choix que de relancer la machine et de détendre un petit peu les taux. Quand on discute avec des partenaires bancaires, beaucoup n'espèrent même pas une baisse des taux en 2024. Vous voyez, certains sont encore optimistes, espèrent peut-être que sur le dernier trimestre 2024, il y aura une baisse des taux. Bon, donc tout ça est un petit peu conditionné. Voilà. Okay. Donc en tout cas, voilà, un bilan clair. On sait effectivement à quoi s'attendre. Fidélisation aussi de la clientèle et dans les deux sens, parce que c'est effectivement important de se rapprocher. Puis une filière, je crois Jean-Philippe l'a dit, qui est en tout cas résiliente, qui l'a montré et qui est prête à rebondir autant que besoin. Maintenant, je vais passer la parole à Christophe Benetton. Alors, Christophe, peut-être quelques mots pour compléter. Aussi, l'autre doit fonctionner. Ouais. Peut-être pour compléter la vision de Jean-Louis, d'abord sur le marché de la palette neuve, parce que je veux dire, le groupe Enviris, effectivement, est aussi positionné sur ce sujet-là. Et on verra ensuite, dans un deuxième temps, peut-être les palettes d'occasion. Mais peut-être la palette neuve, d'abord, une vision complémentaire. Merci Patrice, bonjour à tous. Je m'inscris vraiment dans ce qu'a dit Jean-Louis. On constate un vrai ralentissement qui s'est accéléré depuis le mois de septembre. Ouais. Sur la palette neuve et aussi sur la palette d'occasion, je vais en parler peut-être plus précisément. Ouais. Moi, je suis à la fois inquiet et enthousiaste sur les mois qui viennent. Inquiet parce qu'effectivement, ce ralentissement, on risque de le prendre de plein fouet pendant plusieurs mois. Le phénomène qui s'est passé les 2 dernières années a fait que nos clients ont aussi surstocké, donc en plus d'une consommation en berne, les clients ont beaucoup de stocks de support de manutention qui fait qu'ils commandent moins. Donc il y a un vrai ralentissement des commandes. En fait, il n'y a pas besoin de baisser les prix en ce moment, je me permets d'ouvrir cette parenthèse-là, parce qu'il n'y a pas de commande, donc il n'y aura pas de commande en plus, que ce soit sur la palette neuve ou sur la palette d'occasion, avec des prix plus bas. Par contre, j'ai quand même un peu d'espoir dans les mois à venir, notamment on entend beaucoup de choses sur la consommation, sur l'inflation, etc. Il faut quand même savoir, je disais hier, que tous les pays européens ont fait des budgets avec de la croissance. Minime, toute petite, mais quand même avec de la croissance. Bon, dans ce paysage un peu morose, pour moi, c'est ma petite lueur d'espoir et j'espère que ça redémarrera un petit peu plus vite, mais je pense qu'on va avoir 6 mois compliqués devant nous. Alors, justement, on connaît maintenant depuis longtemps la complémentarité entre le marché de la palette neuve et le marché de la palette d'occasion. Donc, par rapport au marché de la palette d'occasion, et surtout aujourd'hui, on voit le réemploi, je dirais, l'intérêt qui est porté aussi par les pouvoirs publics par rapport au réemploi d'une façon générale. Comment se situe le marché de la palette d'occasion, la palette reconditionnée? Est-ce qu'on a des tensions, des flux qui sont aujourd'hui plus stabilisés par rapport à ce qu'on a pu connaître? Bon, la palette d'occasion suit peu ou prou la palette neuve. Aujourd'hui, on constate que l'ensemble des acteurs du reconditionnement ont énormément de stock sur les parcs. Les parcs sont tous remplis. Certains acteurs ont même fermé les achats parce qu'ils n'ont plus de place et les palettes ne sortent pas.
Donc sortent pas parce qu'il n'y a pas de commande. Donc, et ça, je pense le phénomène, on n'est pas du tout à un point où le marché est régulé. Il va se réguler dans les mois à venir, mais il y a 6 mois, parfois un peu plus de décalage entre la palette neuve et la palette d'occasion. Donc autant, effectivement, je crois qu'on a atteint un point d'inflexion sur la palette neuve, autant sur la palette d'occasion, pas encore. Et je pense qu'on va avoir 6 mois un peu compliqués devant nous. Après, je pense que ça va par contre repartir. Ouais. La palette d'occasion plaît beaucoup, plaît notamment pour son domaine d'économie circulaire. Et il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne moins bien. Côté, au contraire, je pense qu'elle va continuer à se développer. Côté loueur, dans les activités du groupe, on a une grosse activité de prestation de services pour les loueurs de palettes. De ce côté-là, on a un marché qui se tient, et qui se tient plutôt bien, alors qu'elle a sans doute été drivée par la Coupe du Monde de rugby en France jusqu'au 15 octobre. Depuis le 15 octobre, ça c'est malheureusement infléchi. Mais vraiment, on a un marché qui se tient et des perspectives qui sont tout à fait en ligne avec les années précédentes. Et puis on a les JO qui vont arriver, donc tout ça est quand même porteur d'espoir sur ce marché-là. Sur l'achat-vente, le métier traditionnel, ça sera un petit peu plus compliqué. Oui, sur le métier traditionnel, on voit quand même aussi cette notion de service, je dirais, qui apparaît aussi bien depuis longtemps maintenant sur le marché de la palette neuve, mais aussi sur le marché de la palette d'occasion et sur les systèmes de relocalisation, de mise à disposition aussi des palettes pour avoir une optimisation effectivement des transports. Donc par rapport à, je dirais, si on essaye d'avoir un peu une vision d'avenir, marché de la palette neuve, marché de la palette d'occasion, on va rester avec un équilibre, je dirais, raisonné par rapport à ça. Comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir? Même question que celle posée à Jean-Louis. J'ai pas non plus de boule de cristal. Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre offre à nos clients, que ce soit sur la palette neuve ou la palette d'occasion, on va être amené à amener plus de collaboration, comme l'a dit Jean-Louis, mais à amener 2 sujets qui, je crois, ne sont pas encore très prégnants aujourd'hui, qui sont le sujet environnemental et le sujet social. On crée nos offres en fonction du service et des produits qu'on livre à nos clients pour créer de la valeur financière. Mais je crois que demain, il faudra vraiment intégrer à nos offres la création de valeur environnementale et la création de valeur sociale. Et ça peut faire bouger un peu les lignes. Pas forcément en faveur de la palette d'occasion ou de la palette neuve, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la palette neuve et notamment dans le domaine de la forêt, pour tout le domaine environnemental. Donc comment les lignes vont bouger, j'ai pas la boule de cristal, je pense qu'elles vont bouger un peu à la marge. Mais en tout cas, ces 2 sujets sont 2 vrais sujets ou 2 défis d'importance sur lesquels aujourd'hui les fabricants travaillent et ont une vraie argumentation ou des éléments à apporter. Je crois que jusqu'à maintenant, ça reste encore un champ d'investigation où il y a du positionnement, où il y a, je dirais, de la collaboration avec les clients pour apporter aussi ce genre d'informations par rapport, que ce soit, mais ça sera évoqué dans le cours de la journée, les bilans carbone, je dirais des éléments un peu quantitatifs sur le positionnement de la palette bois. Oui, alors j'en suis convaincu et puis je crois qu'on fait beaucoup de choses dans le domaine, mais on n'en parle pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ose aller porter la bonne parole de toutes nos actions positives auprès de nos clients et qu'on vende tout ce qu'on fait de bien pour l'environnement notamment. Il faut aussi qu'on pense à la valeur sociale. Oui, bien sûr, qui est tout à fait complémentaire. Un mot, Jean-Louis, par rapport à ça? Je rejoins... On va y arriver. C'est peut-être parce qu'on m'a censuré. Je plaisante. Non, mais je rejoins tout à fait Christophe avec aussi les sujets sur l'environnement auxquels nous on croit beaucoup, c'est-à-dire l'éco-conception. Ça, c'est très important. Et puis la reverse logistique, c'est une manière aussi d'accompagner nos clients. C'est comme ça, à mon sens, qu'on arrive à développer des relations partenariales et aussi d'éviter que de parler facialement d'un prix par rapport à un autre prix. Enfin, voilà, c'est pour ça que ces 2 sujets-là prennent de plus en plus d'importance. C'est une manière aussi de faire des économies importantes pour nos clients. Une dernière question, parce qu'après, je sais qu'on a nos 2 intervenants étrangers. Une question. Une minute. Alors, est-ce que aussi le phénomène de standardisation, je dirais plutôt déjà dans le neuf, est-ce que c'est un courant qui va continuer ou est-ce qu'on va garder, selon toi, cet équilibre entre, je dirais, les palettes entre guillemets unirotation et les palettes multirotation avec un développement? Est-ce que ce phénomène de standardisation va dans le phénomène aussi réemploi ou pas?
Ouais, alors, sur la standardisation, c'est-à-dire les formats utilisés resteront ceux utilisés, en tout cas en ce qui concerne les formats standards. Absolument. Après, nous, ce qu'on voit et ce qu'on pratique, nous, c'est qu'on développe de nouveaux types de palettes qu'on essaie de normaliser et de produire en masse. Et qui répondent à une grande quantité de besoins. Mais ça reste sur des formats, tous les formats que tout le monde connaît. Bien sûr. C'est une manière, justement, encore une fois, sur l'éco-conception, d'économiser sur la matière, de mettre plus de palettes pendant le transport, sur un camion, sur un SMI, et puis de pouvoir aussi d'avoir des solutions innovantes, ce qu'on appelle la reverse logistique, pour pouvoir les collecter après utilisation. Je pense que là, il y a une vraie sensibilisation avec tout ce qui se passe sur la filière qui va être développée aujourd'hui, ce que les gouvernements mettent en place. Il y a une vraie sensibilisation pour les utilisateurs à s'occuper de la récupération de leurs emballages. Bien sûr. Bon, mais très bien. Merci Jean-Louis, merci Christophe. Un mot peut-être complémentaire, le dernier. Oui, juste... oui, parce que... bon. Non, simplement dire que sur les palettes un peu plus exotiques, oui, quand je parlais de coopération tout à l'heure à développer avec les clients, il y a cette idée sur des moins gros volumes d'arriver à faire aussi du reconditionnement et leur apporter un service d'économie circulaire autour de la palette. D'accord. Je pense que ça fait aussi partie des points à l'avenir. Et puis des enjeux sur lesquels il va falloir travailler. Très bien, merci beaucoup messieurs. Vous restez peut-être à nos côtés pour les questions, mais parce que on prendra les questions de la salle après les intervenants. On te rappellera peut-être pour les questions tout à l'heure. Vous pouvez vous remettre tout à l'heure. Donc, j'appelle maintenant Bernd et Rob Funnessel, donc nos amis étrangers qui nous font la gentillesse de venir nous rejoindre. Alors, oui, je vais mettre là. Donc, on va avoir dans un premier temps une présentation générale de Rob par rapport un peu à la dernière enquête FEFPEP au niveau d'un certain nombre de chiffres, surtout aussi sur l'évolution et la demande à court terme. Et puis après votre intervention, Rob, j'aurai une question à vous poser plus générale sur le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est de vous remettre au niveau du pupitre et vous devez avoir, je dirais... Voilà. Ça marche. Parfait, super. Okay. If you don't mind, I continue in English. I can understand the French, but for me it's easier to continue. This is what I'm going to say to you, something about who FEFPEP is, FEFPEP statistics, and some selected topics. Membership overview. Maybe you don't know, but we have 18 countries who are member of FEFPEP. They are listed here, as you may see. France is a member, by the way, already a long member. FEFPEP is founded in 1946 or 48, so it's already an old organization. All major pallet pools are member of FEFPEP, and we have a lot of associated members. They are listed here. We gather as FEFPEP every 2 years statistics. We do that by asking our members. Last time we did was over 2021, so I'm sorry, I have no more accurate figures, but next year in spring we will have the figures over 2023. But anyway, it gives an overview of what's happening in Europe. Here you see the countries. This is pallet manufactured, so new pallets. And you see here the most countries listed, which brings it to a total in 2021 of over 500 million pallets. And if you transfer that figure to the whole of Europe, we estimate that in Europe there are about between 600 million and 650 million new pallets produced at the moment. The same we have for the pallet repairs. You see them listed here. And the different types of pallets. EPAL, but Bernd is saying something about EPAL statistics. EPAL is a big part of that. And then per country, the different types of pallets. And I've heard already that there are more accurate figures of France. So, but anyway, you can see here the impression. Forecast 2024. Now, I've heard already the other gentlemen saying that
the situation at our market is not, let's say, very optimistic. If I can give you a broad European figure, I can say that overall in Europe, the production is 30% less than a year ago. Some countries are a bit over 30%, some countries are a bit less, but the average is 30% less. Now that is a big amount drop in sales. And it's the same for new pallets and reconditioned pallets. So I can confirm what the two gentlemen said. It's in all of Europe, it's the same figure we see. My personal opinion is, and I can think that I agree with Jean-Louis, that on the short term, I don't see any change in this. I'm not pessimistic, but I don't know, I don't see any sign in Europe, nor economic, nor politically, which makes me more optimistic. So I'm afraid that we will be faced with this situation for another at least 6 to 9 months. And let's hope that next year, summer, it will get better, but let's see. International consolidation. What we have seen already in Europe happening several years. We've seen it in France by PGS Group is consolidating to other colleagues, buying other colleagues. They expanded to Belgium a couple of years ago, took over 2 companies in Belgium, and shortly they took over a company in Holland. We've seen the same movement happening in the Benelux, Foresco, who started to buy other colleagues. They started 3 years ago and they took over more than 10 companies in the last 2 years, both for new manufacturing and repairing companies. And if you ask me, I don't think that this development will stop. So my best guess is that this will go further on and it will speed up. So it's just a moment of time that we will see the same development in Germany and other countries happening. And for me, it's logic because we have seen in the last 20 years, our customers become more and more big. They are almost all international companies, big companies, multinationals. And our sector is more or less reacting to that. So it's definitely a consolidation that will go on. At the same moment, we see another consolidation is that sawmills are buying pallet companies. We've seen Binder taking over BSW, and BSW took over Scott's Pallets in the UK. We have seen Mercer, originally a Canadian company in Germany, taking over HIT, the biggest pallet producer in Germany. And again, this will also not stop. So it's an interesting time for those who are still active in the industry. Let's see what's happening, but my best guess is this will go on and it will speed up. And last but not least, next year we have our Congress on the 26th and 27th of September. Please note it in your diary. We will meet in Oostende. On the Thursday, we will visit a pallet factory from PGS near Oostende. We'll visit their new built nail factory. We will visit G-Block, a pallet block producer. And we will visit a company in France, I would call it an Atelier Protégé, who is making all kinds of transport packaging. On the Friday, we'll have a Congress, and the evening will be in Bruges, the historic town of Bruges, with a nice dinner and a walk through the town. So all of you, please invite and come if you want. I think I was within the 10 minutes. Yeah? Okay. Thank you for your attention. Super. Okay. There. So, good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Jean-Philippe, for having the opportunity to speak. Jean-Philippe, as most of you may know, is not only the president of the pallet section of FMB, but also the vice president of IPA International, and so we're working together for a lot of years. And I'm here for the first time now, and I'm really appreciate to be with you. First of all, the result of my speech. I have no better expectations for the coming years than Mr. Louvet, Mr. Benetton, and Mr. But now I will show you why. And I have the. Sorry. Okay. So this is the topics of my speech. I have to excuse that I'm speaking in English. I expected to speak in German, so I made no notes. So
because you can wake me up in the morning and I speak to you about an hour in German, but not in English. So EPAL statistics. For me, it's a little bit easier to talk about the statistics than for Rob, because we have members who are reporting on the numbers they are producing and repairing every month. So I can show you the background of what you already heard. So these are the production numbers of EPAL in the last 10 years. And as you can already see, there is was a nearly steady increase since 2013, but now we're expecting a drop for this year, of course, and next year. I will speak about this later. The question is only how big the drop will be. Here we can see 100 million expected production for this year. I think this is quite optimistic. Last year we had a production of 109 million pallets, which was a record, and I will tell you a little bit more about the reasons for this. But this year we're expecting, I think now, knowing the numbers for October, which I didn't know when I prepared this slide, I think we're expecting something about 95 million EPAL Euro pallets, which is right now a decline of about 50%, speaking only about EPAL Euro pallets. Speaking about all pallet types of EPAL, we have a decline of only 11.7 right now, 11.7% at the end of October. But, and this is something I don't forget, this is not the same in all countries of EPAL. We have countries with a decline of only 5 to 6%, and we have other countries with a decline of production numbers of nearly 30%. And what we are reading in all the magazines throughout the whole year, the decreased numbers for wooden packaging, for wooden products have been between 20% and 30%. So as EPAL we can be some kind of glad with only a decrease of 12 to 15%. Looking at the numbers, the production numbers for the last 25 years, about 25 years, I think this is maybe some optimistic message I brought to you, because we always, when speaking about EPAL pallets, we always say they are some kind of barometer for the economic development, and you can see this here. Barometer means we are not influencing the development, but we are showing the development of the economic situation, and you can see it very clearly right here. This was the bank crisis, 2008, 2009, with a decrease of about 10%, and then we had the finance crisis of the Greece crisis and so on in 2012, with only a decrease of 5%, and now we are here, and we will have, well, as I mentioned, a decrease of 10 to 15%, which is, of course, more than the situation we were facing in 2008 and in 2012. But the good message is, after every decrease, there was an increase. And we had an increase here, a slight increase, and we have a very strong decrease here. So talking about perspectives is what will be happening here in this year's 2024, 2025, 2026, and Mr. Louvel always said we are not expecting a strong increase for 2024. At EPAL, we planned our budget last week, and this is very important for us because most of our income comes from license fees, depending on production numbers, and we have planned the same situation like this year, which means there will be no further decrease in 2024 compared to 2023. But there will be as well no increase. But to be honest, we don't know it. It's not about pallets or wooden packaging. If you ask somebody on how the economy will develop in the next years, nobody knows exactly. So this is at least some optimistic. And of course the question is for us, and I think for everybody of you, is on how to prepare for the future, on how to prepare for an increase of numbers, or maybe for the situation continuing like today. Here we have the production numbers for EPAL in France. And first we have to say France is mainly a market for reconditioning, for repair, and so on. But it's also interesting to see how the production numbers in France have developed in the coming years. This year we will have in France, of course, a decrease as well as in all the other countries. And well, let's see how it will develop in the years after this year.
This is the production numbers of Ukraine, and you may ask, why is he showing the production numbers of Ukraine? But this is a very special EPAL topic, because what we were facing this year was the economic situation, the overall economic situation. And then we had, and I go back, I try at least to go back to this slide. We had these numbers from 2022, which were, we had an increase from 101 million to 109 million. And this was an increase what was not only driven by demand. It was, at least in the period from March to June, it was driven by fear. A lot of companies were ordering pallets without needing them, but because they were fearing not to have enough pallets. And of course, these pallets are on the market. As we have not disposable pallets, but reusable pallets, these pallets are still on the market, they are still produced, they are in the stocks, as you mentioned before. They are in the stocks of the repairers, they're in the stocks of traders, they are everywhere, and they're coming back to the market. And this, of course, affects the development for 2023, for this year as well. And coming back to the slide, and this is a very special thing for EPAL, the influence from Ukraine. As you can see here, this was the situation. This was when the war started, February 2022, and the production numbers have gone up like this. We have since then we have a mainly typical development for the whole EPAL market. But this, of course, is affecting all the producers in the rest of Europe. The very strong increase of production in Ukraine. And this will affect us for the coming years. This will not change, not that much. But this was quite untypical. The decrease in numbers from September to October, we don't know yet the reasons for this. Okay, I have to hurry up a little bit. So I think I can make this a little bit faster, because we saw these numbers before. This is the development of pallet prices, and this is, of course, a big problem for I think for most of you, but especially, of course, for the EPAL pallet producers, that we have this parallel development, the decrease in demand and the decrease in prices. And all of that compared to 2023 is, of course, a disaster. And this is, I think, this is very important. 2022 was a very exceptional year. To have an effective analysis, we have to compare 2023 with the year 2021 and with a normal development from 2021 to 2022. Okay, this was quite the same situation with the pallet prices coming from the oil wheat price mirror, and yeah, this is some very new report from the production from the pallet import-export in Germany, with a decrease of 27%, I think, and 21% with the export. The export fell by 21%, and well, we had a decrease of 37% on the import, and this is saying something about the development of the economy in Germany, but the overall development in Europe as well, I think. And here we have the development of prices of solid timber. I think Mr. Louvel already showed this number, so I think we can go on this. Okay, speaking about perspective, we have to look at the economy. And of course, there are positive signs. The inflation rate is decreasing compared to the beginning of this year, which is good, but as already mentioned, let's first look at this. Energy prices, which is good for pellet producers, are decreasing. Food prices are still increasing, which is not good, coming to the demand from retail industry and so on. And this is what was already mentioned, the development of interest rates in relation to the development of the inflation. Which is a little bit contradicting, and which is not a good sign for the development in 2024, because I agree with Mr. Louvel, the interest rates will not decrease, they will increase. So, industrial production, very important for the production of pellets as well. No good development until August, I don't know the actual numbers. And
let's see how this will develop. Okay, very shortly about the future prospects. As I mentioned before, in times like this, you have to prepare for the future, and EPAL is doing so. So, as some of you may know, we have declared the market launch of the new pallet with a QR code, which is an important step for us. More important for the whole industry of timber packaging is the inkjet printing on wooden packaging, on pallets, which was part of this project, and where we had, I think, a very, very good results. And only this, the technology of inkjet printing and the labeling of wooden packaging will be very important, not only because of the PPWR requesting this, but I think because of customers requesting this in the future. And I can only invite all of you to come to us to get more information on inkjet printing on pallets, which is not that easy as it may sound. And this is, of course, the system. Leah will talk about this later, so I can skip these pallets. PPWR legislation, all of you know, we had the vote in the European Parliament last week. Let's see, we are on a map, you would say, you're right here. So let's see where we are going in the next months. And yes, these are the key topics we use. I think this is a topic later on as well, PPWR, so I can skip this already. We think at EPA we will be PPWR ready soon. We are not yet, not completely, but we will. And I think this is one thing regarding PPWR which we have to remind ourselves. PPWR is this. And the rest is all the initiatives from the European Union on this topic of the European Green Deal. And this will affect the timber industry in the next 10 years. And no matter what will happen regarding the PPWR, there are a lot of other things coming in the next years. And this is my last slide, I think. This is something we need to think about. This is the situation today. The shares are not exact, but this is the new demand. And this is something we need to prepare ourselves for. There will be new demand on timber in the coming years. From climate change, you know, forest fires in France is something we in Germany recognize every year. And we have it in Germany as well, of course, as in other countries. Demand for regulation. The EU wants to protect forests. They need forests as a carbon sink. And more demand from energy and from other countries like China. We had China's delegation here in Europe. They were not that much interested in pellets. They were interested in buying timber. And this will not stop. So, thank you very much. Merci messieurs. Donc on a quelques minutes pour des questions. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Donc si vous avez des questions à poser par rapport à cette première table ronde, n'hésitez pas, vous avez la parole. Simplement, on vous demande de vous présenter et de dire le nom de votre société. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport effectivement à ces 4 interventions sur le marché ? Oui ? Oui, il y a un micro. Oui, voilà, Alexandre Copé, Groupe François. Petite question, on a présenté des slides avec les évolutions de prix du HPE et du CEB. Je suis frappé par une chose que je ne m'explique pas, et peut-être que d'autres sont plus malins que moi dans cette salle pour y répondre. On n'a pas retrouvé un niveau de l'indice HPE à l'endroit où on l'a laissé il y a 2 ans et demi. Bon, on en est content quelque part dans la profession, mais je suis quand même étonné quand je vois le différentiel qu'on a aujourd'hui entre les 2 indices, le CEB et le HPE, et le différentiel qu'on avait avant la crise. Et je ne comprends pas d'où vient ce différentiel. Peut-être certains peuvent m'éclairer là-dessus. Jean-Louis, peut-être. C'est une question pointue en tout cas, mais très pointue. D'Alexandre Copé, c'est sûr que c'était une très très bonne question, mais c'est vrai quand on voit les courbes, autant si on arrivait à remettre le slide justement que Alexandre évoque,
autant on a vu que depuis 2006, il y avait vraiment deux courbes en parallèle, et puis un très net décalage par la suite en 2022. Je vais vous dire que parfois, même moi, hein, donc là je parle au nom de PGS, on a du mal aussi à s'y retrouver hein, sur ce décalage. Après, ce qui est vrai, c'est que le HPE est hyper réactif. Hein, il est construit, il est hyper réactif, il donne le ton au marché européen. Et le CEB sort au trimestre de manière échue. Et le temps qu'on a évidemment l'indice, je pense qu'il ne reflète pas toujours la réalité du marché, quoi. Mais ouais, c'est difficile. C'est vrai qu'on a de plus en plus, nous, de clients qui préfèrent mettre dans les contrats l'indice HPE que l'indice français, même sur des clients qui sont uniquement français. Hein. Bon, je reconnais les Allemands, d'ailleurs, en Allemagne. Je dis toujours, les Allemands, ils ont un point fort, peut-être par rapport au marché français qui est moins actif, en tout cas c'est mon opinion de longue date depuis 30 ans de PGS, c'est qu'en Allemagne, les prix montent, les Allemands montent tout de suite les prix. Les prix baissent, l'indice baisse, les Allemands baissent leurs prix. C'est hyper réactif. En France, on est connu que quand l'indice monte, le français est beaucoup moins réactif pour aller augmenter les prix, alors que pourtant il faut, parce qu'il y a des effets ciseaux. Et puis par contre, quand l'indice baisse, le français est parfois, là, ce coup-ci, assez réactif pour baisser les prix. Hein. C'est mon interprétation depuis 30 ans, mais on le sait, puisqu'on en parle avec plein de confrères français, quoi. Mais voilà, j'ai pas grand-chose, moi, à dire de plus sur cet indice. Ce que je rejoins quand même, et on l'avait dit au dernier Futuropalette, donc il y a 2 ans, on l'avait dit aussi aux utilisateurs, parce que là, en plus, c'était en visio et c'est agréable d'être en présentiel quand même maintenant. Mais c'est que on ne retrouvera pas, en tout cas pour moi, l'indice qu'on avait auparavant. Hein, il suffit de regarder la courbe. Je crois que l'indice, la HPE, qui est sorti au mois de novembre, il y a encore 65 ou 68% de plus que juste avant cette montée des cours et des prix. Hein. Et pour moi, on ne retournera pas au prix d'auparavant, ou alors d'ailleurs, ce serait une catastrophe. Hein. Parce que entre la masse salariale qui a augmenté, entre l'énergie qui a augmenté, entre l'acier qui a augmenté, entre nos capex, nos investissements, le coût est plus important, enfin là, ce serait même insupportable. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai quand même insisté, et on se rejoint, c'est que par contre, en forêt, le prix du billon, on ne le voit pas baisser, et encore moins dans des proportions pareilles. Hein. Donc, on est aussi en forêt, on a encore un prix de produits connexes assez élevé, hein, parce que schématiquement, moi je dis toujours à plus ou moins 1 ou 2%, mais on produit 50% de produits connexes, 50% de cierges, hein, schématiquement. Voilà. Et donc, avec un prix encore relativement élevé tout de suite, alors que l'hiver ne semble pas quand même bien rigoureux. Depuis que je suis arrivé à Lille, il fait froid. Ça, c'est vrai, hein, depuis que je suis arrivé à Lille, mais l'hiver n'est pas bien rigoureux. Donc ça, c'est aussi des éléments qui peuvent jouer. C'est d'ailleurs ce qui fait que l'on pense qu'on a atteint aussi un plancher, hein, sur l'indice, qu'on a atteint un plancher. Parce qu'on ne pense pas que les produits connexes vont rester aussi à un prix aussi élevé. Ça va se réguler aussi un petit peu, quoi. Enfin voilà, il y a tellement d'éléments. De toute façon, c'est ce qu'on disait et que vous avez dit aussi tout à l'heure. C'est difficile de prédire l'avenir. Ce serait bien prétentieux. Je crois que nos gouvernements, même nos partenaires bancaires, les financiers, ont eux-mêmes du mal à prédire l'avenir. Oui, puis un petit complément sur l'indice pour répondre à Alexandre, c'est que il y a quand même c'est des indices qui montrent des tendances, mais on sait que les méthodologies de calcul ne sont pas tout à fait les mêmes. Le HPE est basé uniquement sur du résineux, le CEB, mais Nicolas pourrait l'expliquer, mais on est parti pour 2 heures tellement c'est complexe. Mais il est tempéré par plusieurs essences, donc plusieurs dimensions, plusieurs essences, ce qui fait effectivement que ça peut créer des effets tampons qui sont différents de l'indice HPE qui prend en plein boom les aspects du résineux. So maybe to add this from my side, in Germany, the situation is with the HP index is that if the HP index is decreasing, the customers are calling the pellet producers and asking for lower prices. And if it's increasing, the pellet producers are calling the customers and asking for higher prices. It's that much important. They are waiting for the HP index. And last week we had the new one with
an increase of only 0.1, and everybody said, okay, why didn't they say 1% up to ask their customers for an increase? And this is very specific for Germany, of course. Thank you, Bernd. Il y a juste une question dans l'autre salle. Je suis désolée. Du coup, on la prend et ouais. Il y a une question. Qu'est-ce que EPAL en général va faire contre les palettes EPAL non conformes venant d'Ukraine et de Pologne? On estime 22 millions de palettes qui circulent. Je ne sais pas qui a posé la question. Okay, we have to differentiate. There are counterfeit pellets and there are pellets of minor quality. With EPAL pellets from Ukraine up to today, we don't have quality problems. The EPAL pellets coming from Ukraine have a really good quality, sometimes more wood on it than on pellets from other countries. And we have no exceptional increase regarding counterfeit pellets up to now. At least I don't have any reports. Of course, we are working on this. We have our inspection companies controlling the stock at the companies all over Europe. They're controlling the stock of pellets and looking for counterfeit pellets. And that's why I can tell you, we don't have a recognizable increase of reports of counterfeit pellets. There is a problem with second-hand quality, but this is mainly a problem with other products. When I talk to Ukrainian producers and asking them why don't they stop producing these bad pellets which we see in their stocks, which are not EPAL pellets, they are telling us, okay, you have to understand, we cannot only buy first grade quality when we're buying timber, we have to buy all qualities. So we use the first grade timber for EPAL pellets and we use the second grade and third grade for other products. And of course, sometimes for pellets of our competitor, which is the UIC-EUR pellets, and we see a lot of these pellets. But I don't want to talk that much about our competitor. Well, if customers want high quality pellets, and most of them know this, they buy EPAL pellets. And we are working very hard on counterfeit pellets, very hard. And so up to now, there's not such a big problem. Merci beaucoup. Merci. Sur cette table ronde, malheureusement, on va arrêter pour les questions parce que l'horaire nous presse. Vous aurez aussi toute l'attitude pendant la pause de poser les questions si vous en avez de façon complémentaire à Rob, à Bernd, ainsi qu'à nos présentateurs sur le marché français.